La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 30 octobre 2024. Donc voici les titres. Procès Bougane Gueye Dany, le procureur requiert 3 mois d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende. Le leader du mouvement Gums Bop, poursuivi pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, s'est présenté ce mercredi devant le juge du tribunal de grande instance de Tambacounda qui devra statuer sur le sort du candidat aux élections législatives. Pendant ce temps, les autres candidats poursuivent leurs opérations de charme envers les électeurs, meetings, caravanes ou visites de proximité, chacun à sa méthode. Le leader du mouvement Al-Sahar, lui, était en meeting à la cité Gorgui pour la 3e journée de campagne. Vous suivrez ses propos dans cette édition. Par contre, l'élan de violence noté durant les premiers jours n'est pas du goût des citoyens sénégalais. Se rencontrer déplore cette situation et invite les candidats à plus de responsabilité. Leur réaction dans cette édition. Et puis sport, en fin d'édition football, le calendrier des 5 et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 connu. Les Lions se déplaceront à Bamako le 14 novembre prochain pour y rencontrer le Burkina Faso, puis recevront le Burundi le 19 novembre au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Tout ceci sera développé dans un court instant. Ce mercredi 30 octobre 2024 s'est tenu au tribunal de grande instance de Tambacounda le procès de l'opposant Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gums Bop, poursuivi pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, était devant le juge ce mercredi. Plusieurs de ses homologues hommes politiques a été sur place pour le soutenir. Le procureur requiert 3 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 500 000 francs CFA, suivant les éclairages de Amadou Diallo, notre correspondant à Tambacounda. Nous sommes toujours au niveau du tribunal de grande instance de Tambacounda où se poursuit le procès de Bougane Gueye Dany, leader de Gums Bop. Alors ce matin, on avait assisté à un débat un peu tendu entre les avocats et également le procureur, mais finalement tout s'est bien passé et le procès se poursuit. Au moment où on vous parle, ce sont les avocats qui sont en train de prendre la parole pour plaider en faveur donc de Bougane Gueye Dany, car dans son réquisitoire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda avait requis 3 mois ferme et une amende de 500 000 francs contre Bougane Gueye Dany, car il ressort en tout cas de ses propos selon le procureur que tous les 3 chefs d'accusation dont il est poursuivi sont avérés, à savoir le refus d'obtempérer, mais aussi la rébellion et outrage à agent. Donc les faits sont établis, raison pour laquelle le procureur avait demandé donc cette peine. Pour les avocats, ils sont au nombre de 7, 3 ont déjà pris la parole et ont tous balayé en tout cas ces propos du procureur pour disant que les faits ne sont pas établis, en demandant tout simplement que ces chefs d'accusation soient renvoyés et que M. Bougane Gueye Dany soit libéré. Maître El Hadji Diouf et Maître Amadou Sall n'ont pas encore pris la parole, ce qui en tout cas voudrait dire qu'on est parti pour un procès qui va encore durer et le suspense pourrait se poursuivre, et on attend toujours de savoir si M. Bougane Gueye Dany en tout cas sera libéré ou pas. Mais dans tout ce qu'on peut le dire, c'est que les avocats quand même tiennent tête aujourd'hui au procureur, car ils disent que ces faits ne sont pas du tout avérés et car il y a un aspect politique aussi dedans, car Bougane Gueye Dany est un leader politique et candidat aussi investi sur la liste de Sàmm Sa Kàddu. Et lors de nos dernières interventions, nous avons fait savoir que les leaders de Sàmm Sa Kàddu sont présents, en l'occurrence Anta Babacar, donc le maire de Dakar et autres qui sont là pour soutenir donc le leader de Gums Bop.
Et l'opération ou les opérations de charme pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain a démarré donc pour les candidats, en tout cas libres. Certains privilégient les meetings et caravanes, tandis que d'autres préfèrent plutôt les porte-à-porte et visites dans les cités religieuses. Beaucoup de candidats donc poursuivent leur campagne. Ils ont 21 jours pour convaincre les électeurs. Amsatou Gano. La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre bat son plein. Des porte-à-porte, des caravanes, des visites religieuses et des méga-meetings ont été entrepris par les différentes têtes de liste. Pour le troisième jour d'opération de charme, Ousmane Sonko a rallié la région de Fatick. Face à la foule, la tête de liste de Pastef a fait savoir que Fatick n'a rien bénéficié du régime sortant. Il a fait une pluie de promesses telles que d'apporter un changement radical dans le Sine. Il a pris aussi l'engagement d'installer des usines de transformation du sel et du mil pour générer des milliards de francs CFA. Il a par ailleurs appelé à tous les responsables qui veulent rejoindre le projet La Vision 2050 pour un Sénégal meilleur et bon à vivre. Mais ce n'est pas sans condition. Pour lui, ceux qui doivent rejoindre le projet devront avoir les mains propres et qui n'ont jamais détourné de deniers publics. Par contre, la tête de liste de la coalition Sénégal Kessé, Thierno Alassane Sall, s'est rendu à Kaolack. Il a appelé à voter à une assemblée nationale qui représentera le peuple avec dignité. Sa caravane a fait cap sur la région de Kaffrine, plus précisément à Birkilan, Malem Odar, Koungheul, Koumpentoum et Koussanar. Quant à Amadouba de la coalition Diamak Ndiédine, il était à Ngoudan où il a fait son méga meeting. L'ancien premier ministre s'est bien défoulé sur Ousmane Sonko. Selon lui, le PM et ses alliés ont parlé jusqu'à obtenir la confiance des Sénégalais, mais aussi ils vont parler jusqu'à détruire le pays. Pour lui, Pastef a présenté le projet, mais ce n'est pas une performance. Une assemblée inclusive et au service du peuple, loin des querelles de bas étage. C'est le souhait du professeur Daouda Ndiaye qui s'était rendu à Thiaroye-sur-Mer où il a décliné ses priorités. Pour y arriver, il estime qu'on doit y mettre des gens de valeur et dignes, qui ne mettent pas en avant leurs intérêts. Parlant de ses priorités, il a mis l'accent sur l'éducation et la santé qu'on doit prioriser. Si certains préfèrent les caravanes, meetings et entre autres, d'autres mettent en avant les visites religieuses, tel est le cas de Cheikh Issa Sall. Il s'est rendu à Diofior, cité religieuse. En tant que ferveur talibé, Cheikh Issa Sall a promis de hisser la cité religieuse à la dimension de ses créateurs si sa liste obtient la majorité. Pour la troisième journée de campagne, le leader du mouvement Al-Sar, Mamadou Rassinsi, était en meeting à la cité Gorgorgui, accompagné de Mam Fama Kamara, deuxième à la liste nationale. Lors de ce meeting, la tête de liste et sa dauphine ont respectivement appelé à voter massivement la liste jaune et noire pour une victoire le 17 novembre prochain, car selon eux, ils pourront représenter dignement la population sénégalaise. Suivant leurs propos au micro de Mansour Diassé et de Yarla Kounta. Vous savez que nous allons vers des élections législatives et vous voulez un changement. Alors, je vous invite à voter pour le mouvement Al-Sar avec le bulletin jaune-noir. Une fois à l'Assemblée, nous serons les vrais députés du peuple. Ce que je peux vous garantir est que notre présence à l'hémicycle sera bénéfique pour les jeunes, les femmes et les retraités. Déjà, vous savez que j'évolue dans le secteur privé et de par la grâce de Dieu, j'ai pu créer des milliers d'emplois. Et nous comptons continuer ce travail une fois à l'Assemblée, car nous voulons participer au développement du pays, mais aussi réduire le chômage. Pour les retraités, nous voulons mettre en place un système de pourcentage pour eux et pour les femmes qui occupent une place très importante dans la société. Nous comptons mettre un programme et défendre leurs intérêts à l'Assemblée. Déjà, leur présence montre que la victoire est proche. Je vous remercie de votre présence. Malheureusement, cette campagne pour les législatives avait débuté par des scènes de violence. La plupart des Sénégalais interpellés sur la question s'indignent par rapport à cette situation qu'elle juge inopportune et inappropriée de la part des candidats. Ces citoyens appellent à plus de responsabilité. Leurs propos ont été recueillis par Ndelendiaï et Sorignan dans ce micro-trottoir. Sénégalais waratuñu accepter
vraiment honteux d'assister à ces séries de violences en cette période de campagne. Et j'invite à tous les Sénégalais à être plus vigilants à cette situation. On est dans un pays démocratique et chacun est libre de dire ses pensées. Chacun est libre de faire sa politique sans pour autant insulter l'autre ou provoquer la violence. La politique doit plutôt unir les populations et non le contraire. Je suis désolé de le dire, mais ces actes barbares doivent être évités. On dit souvent que nous sommes dans un pays démocratique. Alors, je ne vois pas le problème, car chacun de nous est libre de faire son choix sans aucune contrainte. Franchement parler. On ne veut rien d'autre que l'apaisement dans ce pays et que les campagnes électorales se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est aux Sénégalais de choisir aussi leurs députés. J'appelle aux politiques de prendre leurs responsabilités en tenant des discours d'apaisement, mais aussi de sensibiliser leurs militants, surtout les bonnes pratiques. La violence et les menaces entre Pastef et Tahaou sont à déplorer. Même lorsqu'on a brûlé et saccagé le siège de Tahaou, j'avais tellement eu mal. Nous sommes tous des frères et sœurs, donc c'est regrettable d'assister à certaines choses dans le pays. Le nouveau directeur général de la Société nationale des HLM, Bassirou Kébé, a fait face à la presse pour faire l'état des lieux de la société. Bassirou Kébé compte s'appuyer sur la transparence et la digitalisation pour redorer le blason de cette société. Suivons ses propos dans ce compte rendu signé Mama Wassal et Serignan. Depuis que nous sommes là, nous avons pris des mesures, nous avons fait un audit interne qui nous a permis de savoir comment est-ce que la société marchait, comment est-ce que les procédures se déroulaient. Nous avons fait une réorganisation de l'organigramme pour moderniser la société et lui permettre de répondre aux attentes du grand public. Nous sommes en train d'écrire, de rédiger un plan stratégique de développement pour le soumettre à l'État du Sénégal afin de signer un contrat d'objectif pour les 5 ans à venir. Il est clair qu'il y a eu des problèmes de gestion graves et un manque d'ambition qui ont mis la SNHLM dans ces difficultés-là. Un endettement qui, pour la plupart, n'est pas justifié ou bien qui ne correspond pas à une capacité de production qui pourrait permettre de couvrir ces charges-là. Une dette fiscale très lourde dont nous avons, rien que ce matin, obtenu une notification de redressement de plusieurs milliards sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Des injustices criantes dans la manière de gérer les ressources humaines de la société que nous avons essayé de rectifier lors du changement d'organigramme. Des problèmes aussi par rapport aux occupations irrégulières. Pour les problèmes d'expropriation que la SNHLM a subis, que ce soit sur le titre foncier 7196 à Diamniadio et sur nos titres fonciers qui ont été impactés par le BRT ou bien par le train express régional, nous attendons toujours qu'on nous indemnise. Parce que ce sont des terrains où nous avions fait des aménagements et on n'a jamais été indemnisé à la hauteur des dépenses que nous avons faites. Donc ceci n'est pas normal et ça, pour une société comme la SNHLM qui n'a aucune subvention de l'État, ça nous plombe financièrement. Nous avons comme pour plan de faire de la SNHLM une des sociétés les plus digitalisées pour permettre à tous nos clients de pouvoir interagir avec nous de manière directe et en temps réel. Donc pour les perspectives, c'est très simple. La SNHLM va faire ce qu'elle a toujours su faire à l'époque, c'est-à-dire permettre aux Sénégalais d'avoir des logements abordables. Et puis pour faciliter l'appropriation par les élus et autres acteurs territoriaux des nouvelles orientations politiques plutôt relatives à la création et la mise en place de 8 pôles territoires, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a organisé un atelier à Saly. Selon le ministre, il s'agit de bâtir une économie durable basée sur les forces des collectivités. Suivant les propos de Moussa Bala Fofona au micro de nos correspondants à Bourg, Astousso et Ousmane Bitey. Il s'agit de bâtir une économie compétitive
une économie endogène et durable, donc qui repose sur nos forces, sur nos territoires et sur notre capital humain. Ensuite, il s'agit de partir d'un aménagement du territoire qui est durable et qui peut porter le développement. Si nous analysons rien que ces deux axes, nous comprenons que l'approche par les pôles territoires, donc ces ensembles homogènes et endogènes, qui ont des ressources spécifiques et génériques, qui ont un capital humain et des acteurs qui sont capables de porter le développement. Et je pense qu'il y a une certaine unanimité autour de ce point. Nous avons eu une stratégie qui était le plan Sénégal émergent très orienté sur l'investissement direct étranger. Aujourd'hui, nous avons l'agenda 2050 qui est une stratégie qui est recentrée sur nous-mêmes et orientée vers l'Afrique. Alors, dès qu'on a une stratégie qui repose sur les forces et les formes de notre économie, de nos économies de territoire et qui s'oriente vers le continent africain, il est évident que les territoires deviennent les passages obligatoires que nous devons impérativement emprunter. Mais d'autres considèrent qu'on peut tout de suite, à travers la loi sur l'intercommunalité, mettre en place un conseil d'acteurs et mettre en place un dispositif d'action, ce qui nous permettrait assez rapidement de pouvoir commencer le travail parce que le développement n'attend pas et la pauvreté continue à faire des ravages. La souveraineté alimentaire en lait et viande reste toujours un défi pour le Sénégal, mais Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, s'est absolument convaincu de la capacité des éleveurs à relever ce défi. C'était lors de l'ouverture des 2 jours de formation en leadership des responsables régionaux et départementaux des 14 régions du Sénégal, organisé par le Conseil national de la Maison des éleveurs. Il s'est exprimé au micro de Aïssa Touba. Saluer l'initiative de la tenue de cet important atelier qui regroupe les responsables régionaux, départementaux de la Maison des éleveurs du Sénégal, mais aussi de tous les directeurs qui sont ici présents et qui représentent le ministère. Votre rencontre se tient dans un contexte marqué par le lancement du nouveau référentiel pour le développement socio-économique du Sénégal intitulé Agenda national de transformation Sénégal 2050. Ce référentiel vise la souveraineté alimentaire en 2050 avec, entre autres, la hausse de la productivité et l'augmentation de notre production dans le domaine de l'élevage, notamment l'offre en viande et en lait. Notre pays importe plus de 100 millions d'euros en lait. 100 millions d'euros en lait, d'après les experts, c'est l'équivalent de 300 millions de litres. Je demeure absolument convaincu que les éleveurs du Sénégal peuvent relever ce défi. Un pays africain comme Ouganda produit plus de 2,3 milliards de litres de lait. Quand j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, nous sommes sur le point de signer une trentaine de conventions de partenariat avec un objectif de développer l'élevage, de développer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Santé, 2 plans stratégiques quinquennaux pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant ont été validés. Ils sont alignés sur les orientations contenues dans le projet Sénégal 2050 pour relever les défis liés à la santé et l'alimentation auxquels les femmes et les nouveau-nés ainsi sont confrontés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale se dit heureux de cette validation. Il est au micro d'Aïssa Touba. 4 impacts sont attendus dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Le premier, c'est de réduire la mortalité maternelle de 153 à 96 pour 100 000 naissances en 2028. Le deuxième impact, c'est de réduire la mortalité infantile de 30 à 20 pour 1000 naissances vivantes en 2028. Et le troisième impact attendu, c'est de réduire la mortalité néonatale de 23 à 15 pour 1000 naissances vivantes en 2028. Et le quatrième axe stratégique, c'est de réduire la mortalité infanto-juvénile de 40 à 29,1 pour 1000 en 2028. Divers axes stratégiques ont été identifiés et nous pensons que si ces activités sont mises en œuvre, ça pourra contribuer
à la réduction de cette mortalité maternelle infantile et de l'adolescent. Et aujourd'hui, le budget pour la mise en œuvre de ce plan stratégique est estimé à 324 milliards. C'est 324 milliards pour 5 ans. Et nous comptons beaucoup sur la mobilisation des ressources domestiques. Quand je dis les ressources domestiques, c'est le budget de l'État, c'est le budget des collectivités territoriales, le budget des ménages à travers ce qu'on appelle le comité de développement sanitaire, mais aussi des partenaires techniques et financiers. En 2030, le Sénégal doit atteindre un taux de décès maternel à 70% 1000 naissances vivantes, un taux de décès néonatal à 12 pour 1000 naissances vivantes et un taux de décès infanto-juvénile à 20 pour 1000 naissances. À présent, à l'international, en Guinée, c'est dans un long rapport de 180 pages que le ministère de l'administration du territoire de Guinée a présenté le bilan de la campagne d'évaluation des partis lancée en juin dernier. Une évaluation que le ministre Ibrahim Khalila Condé justifie comme un assainissement de l'espace politique guinéen. Sur 174 formations évaluées, aucune n'est totalement en règle. Une cinquantaine ont été tout simplement dissoutes, une autre cinquantaine suspendue à cause d'un agrément non valide, d'une absence de compte bancaire ou encore d'une direction trop opaque. Il leur reste 3 mois pour se mettre en règle. Sport à présent, éliminatoire Cannes 2025. Les dates des matchs de l'équipe du Sénégal pour les 5e et 6e journées des éliminatoires donc ont été annoncées. Pour la 5e journée, le Sénégal se rendra à Bamako le 14 novembre prochain pour affronter le Burkina Faso. Ensuite, les Lions recevront le Burundi le 19 novembre à Dakar au stade Maître Abdoulaye Wade également à 19h pour la 6e et dernière journée. Le Sénégal déjà qualifié donc pour cette CAN vise maintenant la première place du groupe L. La position de leader se jouera en partie lors du match contre le Burkina Faso prévu le jeudi 14 novembre. Je vous le disais tantôt, ce match important se tiendra au stade du 26 mars à Bamako au Mali et non au Burkina Faso. C'est ce qui met un terme à cette édition du mercredi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.